Bonjour, bonjour et bienvenue à cet autre échange de notre sécrilo autour de critiques littéraires et bienveillance entre diplomatie, réseau d'influence et peur de froisser. Bien, aujourd'hui, je suis accompagné d'un très bon panel déjà. Donc, j'ai avec moi Jean-Pierre Noël Batum, qui est prêtre, aussi poète, noveliste. Il a déjà 3 ouvrages littéraires à son actif. Donc, et il y a aussi Ampère Yamoudi qui est un écrivain, poète, étudiant aussi en mine. Lui vient de la République centrafricaine. Bon, le prince Annie Matoko nous rejoindra, il n'est pas encore avec nous. Donc, j'ai Pierrette Anne Zier, qui est écrivaine aussi et présidente de l'Association des femmes des enseignants de français du Cameroun, plutôt. Donc, bonjour, bonjour Pierrette, un bonheur de te retrouver. Et bien sûr, nous avons, pour finir, avec la dernière lettre de l'alphabet, Zidane, Zidane Elder Adris. Donc, voilà, Zidane qui est grand séminariste de l'archidiocèse de Bangui. Il réside en Pologne, où il a suivi des études de théologie, donc licence canonique en philosophie. L'enseignant de français du Cameroun, merci. Oui, enseignant de français du Cameroun, lui, président de l'association des enseignants de français du Cameroun pour Pierrette Andier. Donc, et voilà. Zidane, on disait qu'il est l'auteur du livre Comment dialoguer pour parvenir à la paix. Donc, il est publié en Bonjour, merci. Bonjour au panel. Bonjour à ceux qui nous suivent. Bon, là, j'ai l'impression, Pierrette, tu dois avoir du retard sur le son. Parce que tu le sais, tu réagis un peu après, donc on va devoir ajuster ça. Bien, ceux qui ne sont pas directement convoqués pour intervenir, ils peuvent couper leur micro, mais là, je crois que c'est silencieux, donc tout va bien. Voilà, bonjour encore, bonjour tout le monde, bonjour Pierrette, bonjour Jean-Pierre, bonjour Zidane, bonjour Ampère. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Zidane. Bonjour. Pierrette. Alors, aujourd'hui, nous avons, c'est la sécurité, elle a débuté lundi et nous avons suivi pas mal d'échanges déjà. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec, sur la même dynamique, avec la critique littéraire et bienveillance entre diplomatie, réseau d'influence et peur de froisser. Voilà. Et pour cela, je vous ai présenté le panel qui est avec nous. Nous allons aller rentrer dans les contours de la critique littéraire et voir justement comment elle est perçue. Surtout, on a vu pas mal de points entre hier et avant-hier, et aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus sur la tenue du critique littéraire. Donc, qu'est-ce qu'il devrait faire déjà? Est-ce qu'il devrait arrondir les bords, caresser dans le sens du poil? Est-ce qu'il devrait être sous influence de certains réseaux? Ou alors, tout simplement, est-ce qu'il ne devrait pas froisser les auteurs? Pierrette, je vais débuter avec toi. Je débute avec toi pour ceci. Alors, déjà, quand tu entends parler de critique littéraire et bienveillance, est-ce que selon toi, les deux vont ensemble, critique littéraire et bienveillance? Est-ce que les deux vont ensemble selon toi? Pierrette, tu as suivi la question? Bon, je crois qu'il y a un problème de temps de réception avec Pierrette. Donc, je vais me déplacer vers Ampère. Je me déplace vers toi, Ampère. Alors, critique littéraire et bienveillance. Les deux mots, est-ce que les deux vont ensemble déjà, selon toi? Merci, Zogos, de m'avoir donné l'opportunité de parler. Et du coup, je me présente au nom de mon père. Il y a Willy, écrivain, poète centrafricain. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui, très chers panélistes. Du coup, concernant ces deux mots, critique littéraire et bienveillance,
À mon avis, ce sont les mots de même sens, c'est-à-dire le critique, c'est juste l'analyse engagée d'une œuvre. C'est interpréter, juger l'idée d'un auteur, c'est-à-dire c'est se mettre dans la peau de l'auteur pour en juger quelque chose, juger son œuvre plutôt. Et bienveillance, oui, ça va à l'égard euh, de, de la critique, parce que la bienveillance, c'est-à-dire c'est le respect de la critique, c'est-à-dire c'est le respect de la critique, ça, c'est respecter les normes de la critique, l'analyse et l'engagement de tout cela. Merci. Je pense que j'ai fini, ce gosse. Ah, d'accord, très bien, bien sûr. OK. Donc, selon toi, les deux vont ensemble parce que la critique littéraire ne peut pas exister sans bienveillance. D'accord, nous allons prendre Oui, le temps de voir si Pierrette est enfin disponible. Pierrette, tu nous suis? Oui, je suis oui. là. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça va, ça vient. Ah, OK, d'accord. Oui, là, OK. Dans tous les cas, tant que tu es là, c'est ce qui est le plus important. Alors, la question était critique littéraire et bienveillance. Selon toi, est-ce que les deux vont ensemble? OK. D'accord. Merci de me passer la parole. Critique littéraire et bienveillance. Comment je comprends le thème? Déjà, la critique littéraire en elle-même, c'est déjà tout un art, c'est tout un parcours scientifique. Et si nous ajoutons la bienveillance qui rentre dans un processus de vérité, est-ce que les deux vont ensemble? Je dirais plus ou moins, parce que lorsque la vérité s'en mêle, on est engagé dans des circonvolutions qui ne rendent plus toute la pleine gratitude qu'on doit à la critique en elle-même. Donc, critique littéraire et bienveillance, je pense que il faudrait nuancer pour avoir les deux ensemble. Voilà ce que je peux dire dans un premier jet. Merci. D'accord, d'accord. Mais selon Pierre, tu as dit vérité, tu as parlé du mot vérité. Et ça, nous allons beaucoup nous appuyer sur ce mot quand il s'agit Oui, de la lecture et de voir ce qui peut être proposé aux auteurs après la consultation de leur ouvrage. oui. Alors, Zidane, la vérité dont Pierrette vient de parler, vérité maintenant et bienveillance, comment on peut concilier? Est-ce que quand on parle de critique littéraire, commençons par là, quand on parle de critique littéraire, s'agit-il de vérité? Merci de m'avoir passé la parole. Je suis content d'être avec vous sur ce plateau. Quand on parle de critique littéraire, je pense que Là, la parole s'adresse à qui? Pardon? C'est Zidane, Zidane a déjà la parole. Oui, je disais, quand on parle de critique littéraire, en lien avec la vérité, parce que le plus souvent, quand nous entendons le mot critique, directement, notre esprit est prêt à tendre vers ce qui est négatif, vers le négatif ou ce que je peux appeler le criticisme. Alors que la critique littéraire ici, c'est dire du vrai du livre, dire du vrai de ce que nous lisons, de ce que nous percevons et de ce que nous comprendrons, nous comprenons du livre d'un auteur. Donc, je pense que une critique littéraire est étymologiquement et intrinsèquement liée avec la vérité parce que la critique ne signifie pas, n'est pas une question de j'aime ou je n'aime pas. C'est pas une question d'amour, quoi. Donc, si on aime, on dit oui, j'aime, même si c'est pas vrai. L'amour nous pousse à dire que non, c'est bien, c'est un très bon livre.
alors que ce n'est pas une question d'amour pour dire j'aime ou je n'aime pas. La critique est en lien avec la vérité, donc notre critique doit dire du vrai du livre. Et en ce sens, une critique littéraire doit être objective. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on peut lier la critique littéraire avec la vérité. Merci. D'accord, on parle de critique littéraire, on parle de vérité. Justement, Jean-Pierre, je me tourne vers toi. Entre dire la vérité et être vrai, et quelle est la posture qui va le plus avec les critiques littéraires, étant donné qu'on parle de bienveillance, étant donné qu'on va parler de diplomatie ou encore peut-être de principe. La vérité, quand on vient dire, quand on est la vérité, comme quand on vient dire. Alors, merci. De nouveau, bonjour à tous. Moi, je crois d'abord que la critique, c'est une lecture. La critique, c'est une lecture. Et lorsqu'on a un écrit, chacun a son regard. Et il y a plusieurs niveaux de lecture. Celui qui a écrit le livre, qui a écrit son roman, son œuvre, a un regard sur ce qu'il a écrit. Il a une lecture, il a une vision. Celui qui vient lire, le lecteur, a une idée de ce qu'il a, une compréhension de ce qu'il lit. Celui qui est critique littéraire ne vient pas faire un mystère, il vient d'abord appliquer son intelligence pour comprendre ce que l'auteur a écrit. C'est vrai que lui va le faire avec des outils techniques plus développés, plus idoines, plus adaptés à l'analyse du texte, avec pour but, à mon humble avis, non seulement d'aider le lecteur à comprendre l'œuvre, mais aussi l'auteur lui-même à découvrir des éléments qu'il ne voit pas, parce qu'un auteur qui dit qu'il a tout vu de son œuvre, c'est manquer de vérité. Maintenant, dire la vérité, être vrai. Mais être vrai concerne le critique littéraire. Il est vrai en lui-même. Et s'il est dans le domaine de l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que lorsqu'il aborde une œuvre, son but c'est d'abord de mettre en valeur, parce que je crois que ce sera d'abord de l'analyse littéraire, mettre en valeur, à se souligner les limites qui ne manquent pas, ou les apories, etc. Ensuite, aider le lecteur à mieux comprendre l'œuvre qui est mise à sa disposition. Alors, être vrai, c'est être honnête. Maintenant, dire la vérité, nous sommes au niveau de la bienveillance, au niveau même de l'éducation et de l'humanisme. Lorsqu'on dit par exemple que toute vérité n'est pas bonne à dire, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas dire la vérité. Mais il y a la manière de dire l'occasion. Alors, si un critique littéraire, sous le prétexte de l'analyse, se défoule sur l'œuvre d'un auteur ou bien sur l'auteur pour quelque raison que ce soit, je crois qu'il manque de probité intellectuelle et il sort déjà de son domaine. Du coup, quand on parle de critique littéraire, selon moi, il ne faut pas d'abord avoir une guerre. Il ne faut pas avoir peur du critique littéraire. Il faudrait que l'auteur lui-même ait quand même une certaine hauteur intellectuelle, savoir qu'il ne possède pas la totalité des connaissances, même dans le domaine, dans ce qu'il a écrit. Il faut une certaine humilité intellectuelle. Voilà. Donc pour moi, la critique littéraire est bienvenue, elle est bienveillante, elle devrait être bienveillante parce qu'elle est l'œuvre d'un être humain qui lui-même peut se tromper dans son analyse. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'à ce stade, nous avons planté le décor, nous avons fait déjà le tour pour voir quelles sont les diverses approches et surtout comment la critique littéraire devrait se tenir en même temps que le critique. Maintenant, l'autre question que je viens vers toi, Pierrette, et j'espère que tu nous suis bien. Pierrette, d'où vient déjà le fait que la critique littéraire soit inquiétante? Donc, d'où vient le fait que la critique littéraire soit inquiétante, qu'on pense d'abord négatif quand on entend que est-ce le mot critique ou est-ce l'attitude?
des critiques. Pierrette? Pierrette, si tu viens de parler, ton micro est fermé. Si tu peux ouvrir ton micro pour parler. Bon, Pierrette n'est pas avec nous. Prince Animatoko qui nous a rejoint, lui qui nous vient du Congo. Bonjour, Prince. Prince, si tu peux ouvrir ton micro. Bon, je crois que... Bon, très bien. Je vais du côté de Zidane. Zidane, justement, la question que je pose est celle-ci. D'où vient cette inquiétude que la critique, ce stress même qu'elle provoque chez les auteurs? D'où vient ce stress? Alors, est-ce l'attitude des critiques ou alors c'est le mot critique en lui-même qui est inquiétant, qui est autant inquiétant? Parce que dans presque tous les discours, là, on entend toujours critique égale négatif. On veut une critique constructive. Alors, comment en est-on arrivé à voir le mot négatif à côté de critique? Zidane. Merci pour la parole, merci pour la question. Je pense que dans ma première intervention sur le lien qui peut exister entre la critique et la vérité, j'avais souligné ce fait que le plus souvent, quand on parle du mot critique, les gens ont l'habitude de voir justement le côté négatif. Alors qu'une critique littéraire, cela ne doit pas faire peur d'abord. Si la critique reste objective, cela ne doit pas faire peur parce que la critique permet évidemment, comme l'a dit Jean-Pierre, à l'auteur de voir ce qu'il n'a pas vu. Parce que moi, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, quand j'écris quelque chose, quand j'écris un livre, je publie un écrit, il y a des choses que je ne vois pas parce que chacun peut lire à travers ses émotions, ses connaissances et ses impressions. Donc, quand moi j'écris, quelqu'un qui va me lire, il va juger de cela à travers ses propres impressions et connaissances. Alors, ce qui fait peur dans la critique, c'est quoi? C'est d'abord, je peux dire de un, c'est d'abord la compréhension du mot critique. Parce que si le mot critique n'est pas bien compris et appréhendé comme le criticisme, comme je l'avais dit, c'est-à-dire critiquer rien que pour critiquer et non critiquer pour approuver ce qui est bien et maintenant nier ou bien montrer ce qui est mal. Parce qu'une critique ne consiste pas seulement à détruire un auteur, à détruire l'image de l'auteur, mais c'est l'aider, faire découvrir son livre et aussi l'aider à améliorer son écriture. Parce que quand un livre n'est pas critiqué, l'auteur peut être statique, c'est-à-dire sa pensée n'évolue pas. Quand tu publies 2, 3 livres, tu lis, tu as l'impression que c'est toujours la même pensée, alors que si le livre, un auteur fait l'objet d'une critique littéraire bien orientée, cela lui permet non seulement d'évoluer dans sa pensée, d'évoluer dans sa manière de choisir les personnages, si c'est un roman, si c'est un romancier, ou bien d'évoluer dans sa manière d'écriture. Donc, je pense que ce qui fait peur, c'est d'abord la compréhension de l'écrit et ensuite, concernant l'auteur, ce qui peut lui faire peur, c'est que si le livre en question n'est pas consistant, si c'est un auteur qui est débutant, comme moi je suis un débutant, alors que sur mon livre, il n'y a pas encore eu de critique, si quelqu'un va faire une critique sur mon livre, ça fera peur. Ça fera peur dans le sens où je ne sais pas qui va faire cette critique et je ne sais pas de quelle manière cette critique va se faire. Donc, je pense que si l'auteur est bien sûr de son écriture, je pense que ceci ne sera pas inquiétant pour lui. Ça sera un plaisir qu'il soit critiqué et ça va lui permettre d'améliorer son écriture et sa pensée. Je pense que c'est ce que je peux dire. Merci. D'accord, merci beaucoup Zidane. Mais permets que je reste avec toi, Zidane.
Parce que là, maintenant, j'ai envie de te poser une autre question. Est-ce que on devrait plutôt, ne devrait-on pas, considérant toute cette peur, toute cette inquiétude, tout ce stress que provoque seulement l'éventualité d'une critique, ne devrait-on pas questionner la qualité du travail de l'auteur, la qualité du travail même de l'éditeur? Parce que, tu l'as si bien dit, l'auteur, s'il est sûr de lui, il ne peut pas craindre la critique. Alors, mais comment va-t-il la craindre? Est-ce que quelque part, on reconnaît que le travail n'a pas été suffisamment fait? Est-ce que quelque part, c'est l'éditeur qui ne fait pas son travail? Est-ce que l'auteur s'est suffisamment préparé? Ne devrait-on pas questionner la qualité de l'auteur avant même déjà son écriture, s'il a si peur que ça de la critique? Merci pour la question. Je pense que si on veut questionner d'abord la qualité de l'auteur, ça sera déjà une appréhension du personnage de l'auteur, c'est-à-dire la critique. On ne critique pas l'auteur, mais on critique son œuvre. Si on devrait porter la critique sur l'auteur, cela va être une bienveillance dans le sens, comme nous dit notre thème, une bienveillance dans le sens que c'est mon ami, donc je fais une critique positive, je fais une critique promotrice pour que son livre soit bien acheté et ainsi de suite. Si on regarde la personne, moi je pense que une critique sera vraiment objective si vraiment le critique ne connaît pas l'auteur du livre en question. Alors, on pourra parler d'une critique objective. Donc, je pense que de ma part, porter une critique sur la personne de l'auteur, ça peut se faire, mais je pense que la critique du livre sera mieux et avantageux pour l'auteur que la critique de l'auteur. Donc, je pense que... Et pour parler de l'éditeur, si vous... pour parler de l'éditeur dans ce sens, je pense que l'éditeur aussi a sa grande responsabilité à jouer parce que chaque maison d'édition il doit avoir une ligne de publication. Si les livres, les manuscrits soumis à sa disposition ne répondent pas à ces contraintes, la maison d'édition a le droit et a le pouvoir de dire non, je ne peux pas publier ce livre. Mais de nos jours, il y a aussi une faiblesse du côté de la maison d'édition, des maisons d'édition pour se faire connaître dans le monde, pour faire promouvoir leur maison d'édition, pour dire que dans notre maison, beaucoup de gens publient et on publie beaucoup de livres. Ils laissent passer, permettez-moi le terme, du n'importe quoi. Et ce qui fait que ces livres qui passent à ces maisons d'édition n'ont pas de consistance. Et maintenant, ce qui pose aussi problème à l'auteur, à la maison, non seulement à l'auteur, mais aussi au renommé de la maison d'édition. Donc, je pense que c'est ce lien-là qui existe entre ces trois dimensions. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention, Zidane. On reviendra certainement sur les questions de ligne éditoriale. Alors, je vais me tourner vers Prince. Prince, bonjour, Prince. Le micro. Prince, tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Là, ton micro, il est toujours fermé. Donc, tu ouvres ton micro pour qu'on puisse t'entendre. Merci, bonjour à tout le monde. D'accord. Alors, Prince, comment ça va? Je me porte bien et vous-même? Oh, ça va, il y a une idée là, ça fait un bon temps que vous n'êtes pas passé. Ça va, D'accord. La question va te poursuivre. Tu écris beaucoup de livres et bien évidemment, il y a la critique qui va te tourner autour pour dire si ou ça, évaluer la qualité de ton travail, la pertinence, voir même déjà la portée et peut-être est-ce que c'est faible, est-ce que c'est fort. Donc la critique va te tourner autour, tu écris beaucoup. Toi, en tant qu'auteur, est-ce que tu attends de la diplomatie de la part d'un critique littéraire? Alors, c'est une question qui est extrêmement importante parce qu'il faut dire que les rapports entre les écrivains et les critiques littéraires, il faut le souligner parfois qu'un critique littéraire n'est pas forcément un écrivain
et un écrivain n'est pas forcément un critique littéraire. Ce qui revient à dire que chacun reste dans son domaine en fonction de ce qu'il exploite comme art. Et l'écrivain, quand il finit d'écrire, effectivement, il a besoin de la critique littéraire qui porte sur son œuvre. Cependant, moi, personnellement, ça c'est de mon expérience, c'est que pour que la critique puisse prospérer, qu'elle soit objective et qu'elle produise tous les fruits escomptés, il faut que le critique prenne de la distance, non pas avec l'œuvre, mais avec l'auteur. C'est-à-dire qu'il doit examiner uniquement l'œuvre dans ce qui est de sa qualité intrinsèque, de ses avantages, si on peut le dire, et non porter sur l'auteur. Mais le constat que nous faisons, nous en tant qu'auteurs, je parle en tant qu'auteur, parce qu'à un moment donné, je commence à assurer aussi la fonction de critique littéraire, mais en tant qu'auteur, nous regrettons parfois, peut-être à tort ou à raison, le comportement de certains critiques qui se permettent, par mauvaise foi, de vouloir descendre une œuvre. Or, vouloir descendre une œuvre pour le plaisir de son œuvre, cela équivaut à une mauvaise foi et on te capte effectivement de la fonction principale, c'est d'abord de ressortir la qualité de l'œuvre, de rechercher cette qualité et aussi dresser les faiblesses de l'œuvre. Mais quand on s'appuie uniquement sur les faiblesses, vous comprenez que parfois on a l'impression d'être dans une situation conflictuelle avec le critique. Mais pour ma part, c'est aux critiques de dire ce que c'est une œuvre, parce qu'un auteur, c'est comme une mère qui accouche d'un enfant, mais après, il n'appartient pas à la mère elle-même d'apprécier son enfant. L'appréciation doit résulter de la vie des autres, et c'est ce que se fait généralement. Alors, cette diplomatie que nous recherchons, elle doit pas être une diplomatie de copinage, elle doit pas être une diplomatie d'amitié ou de confraternité, mais ça doit être une diplomatie culturelle pour faire avancer la littérature vers les auteurs de la qualité attendue par les lecteurs. Voilà ce que je D'accord, merci beaucoup, Prince. Ok. Merci, c'est très important justement de le préciser. Et comme l'a rappelé Nick Landel en commentaire, ce que tu as dit, un critique n'est pas forcément un auteur n'est pas forcément un critique littéraire. Parce que ce que l'on entend très souvent, et bien sûr tout le monde, dans l'univers de la littérature, l'a déjà entendu, l'art est aisé, la critique est aisée, l'art est difficile. Donc voilà, les auteurs trouvent que les critiques ne peuvent pas écrire, c'est pourquoi ils sont aussi durs avec eux. Alors, Ampère, toi qui es le plus jeune, et toi qui es un jeune poète, qui écrit, quel est le rapport déjà que tu as avec la critique depuis que tu écris? Bon, merci, Jogos, de m'avoir donné encore la parole. Je pense que le rapport, en tant que moi, jeune poète, actuellement, je n'ai pas encore publié. En fait, c'est à la maison d'édition. Le rapport que j'ai pour la critique littéraire et être jeune poète que je suis, en fait, c'est bien pour moi de savoir que dès que mon livre sortira, on va me critiquer, pas me critiquer, mais critiquer mon œuvre, c'est-à-dire ce que j'ai comme fruit, ce que j'ai apporté, comme avait dit Prince, ce que j'avais donné comme enfant, de critiquer et de donner aussi l'apport. Ça me permettra de me fortifier, de changer ma manière d'écrire, ou soit de changer les styles, etc. Donc, c'est à peu près ce que j'ai en tête. D'accord. Et maintenant, la critique, presque tout le monde parle de critique objective. La critique doit être objective. Est-ce que la critique, oui, bien sûr, on parle de positif, constructif, je veux dire, tout le monde dit que la critique doit être constructive. Est-ce que l'aspect négatif, ou plutôt les faiblesses, oui, pour reprendre le thème de Prince Matoko, est-ce que les faiblesses d'un livre ne contribuent pas autant à élever un livre quand on en parle, Ampère? Si un critique vient relever les faiblesses de ton travail, comment tu le prends? En fait,
je prendrais ça sportivement et ça me fortifiera moi aussi d'avoir plein de performances parce qu'on m'a critiqué. Ça veut dire que ce que j'ai donné comme fruit, les gens ont lu et ça me fortifierait de changer ma manière à travers leurs critiques, à travers ce qu'ils ont apporté en moi, du nouveau qu'ils me leur donné. Je vais faire de mon mieux pour faire comme ils ont voulu et de permettre à la littérature de s'évoluer. C'est à peu près ce que je prendrais de leur critique. D'accord, merci. Je vais rapidement réagir en commentaire de Nick Landel. Nick Landel, selon ce que tu as toi-même repris, il y a le mot forcément. Donc, le critique n'est pas forcément. On n'a pas dit qu'un critique n'est pas écrivain ou bien qu'un écrivain ne peut pas être critique. On a bien dit qu'il peut pas, il n'est pas forcément. Donc, voilà, il y a bien sûr des critiques qui écrivent. Et ça, il y en a ça on en connaît presque partout. Alors, je reviens au panel. Je viens avec Pierrette. Pierrette, tu es avec nous? Là, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion. Ok, Pierrette, bien. Maintenant, on va avec toi sur l'aspect de la peur de froisser. Est-ce qu'un critique doit se soucier qu'il froisse un auteur ou pas quand il réalise sa critique d'une œuvre littéraire? Pour ma part, lorsqu'on parle de critique, la critique n'existe que parce qu'il existe, il y a une œuvre littéraire. On ne saurait parler de critique à propos d'un auteur. Là, on se retrouve dans un tout autre domaine. Mais si nous parlons d'œuvres littéraires, la critique, qu'elle soit universitaire, donc hautement scientifique, ou populaire, repose d'abord sur le ressenti que l'on a eu de l'œuvre littéraire en question. Alors, si on est bienveillant, ça veut dire que le critique soi-même peut-être ne maîtrise pas les canons de l'art de critiquer, ou alors qu'il se dit parce que j'ai tel intérêt pour tel livre, je le ferai passer de telle manière. Mais quand on parle de critique, c'est d'abord à propos d'une œuvre, à propos des aspects de l'écriture, à propos de l'agencement même et tous les possibles narratifs que l'œuvre peut avoir. Donc, on ne saurait être bienveillant dans ce domaine, il me semble. D'accord. Et la peur de froisser, maintenant, est-ce qu'un critique devrait se soucier de ce qu'un auteur penserait? Allô, vous m'avez compris? De sa critique. Oui, on t'a bien suivi. Et je suis dans la suite. Maintenant, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu allô? Je crois qu'il y a un problème. Allô? Et il va réagir. Bon, je crois que là, ça va être un peu compliqué. Jean-Pierre Novatou qui nous a rejoint. Voilà, Jean-Pierre. Oui. Le critique, maintenant, est-ce que il doit penser à ne pas froisser l'auteur? Parce que déjà... Oui, je te suis, oui. Les auteurs, que le critique soit belge ou pas, très souvent, c'est l'aspect faiblesse de leur travail qui pose un problème. Là, je vais raconter une petite expérience. J'ai été contacté tout récemment pour réaliser la critique d'un livre. Mais au moment de publier, parce qu'ils voulaient publier sur leur site, au moment de publier, après avoir fait lire à l'auteur la critique, ils disent que les faiblesses ne devraient pas apparaître. Donc, le texte en lui, il n'y avait rien d'agressif, il n'y avait qu'une analyse du travail. Mais ils m'ont fait comprendre que l'aspect faiblesse du texte ne doit pas apparaître. Alors, est-ce que le critique doit se soucier de ce que l'auteur va ressentir après avoir lu l'analyse de son œuvre? Alors, moi, d'abord, je crois de même que je dis qu'un écrivain n'a pas la science infuse. Les deux doivent se situer dans un contexte de dialogue. C'est-à-dire, l'écrivain a proposé quelque chose.
le critique littéraire propose aussi sa lecture avec les appareils techniques qu'il possède. Nous le savons, ça avec sa sensibilité. Maintenant, s'il arrive dans cette critique-là, il ne faut pas c'est la question de mettre en valeur l'œuvre. En quoi est-ce que cette œuvre apporte quelque chose dans la société? Bon, on dit souvent dans le débat actuellement, je n'aime pas parce que parfois un auteur peut qui ne soit pas d'actualité, mais qui soit important. Dans le rôle du critique littéraire, c'est souligner l'importance, la pertinence et l'incidence sur, enfin d'abord la littérature ou même sur la société, mais également souligner les limites. Et je crois que ces limites-là sont importantes pour moi, l'auteur que je suis, écrivain que je suis, c'est important. Pourquoi? Parce que personne ne peut faire le tour de soi-même. Même ceux qui sont docteurs en quelque chose n'ont pas la maîtrise totale de ce domaine de science. C'est des illusions. Ils ont une certaine connaissance, une certaine aisance à parler de leur domaine, mais ils n'ont pas la totale maîtrise. C'est pour ça que je parle et de maturité intellectuelle pour l'auteur, d'honnêteté intellectuelle pour le critique littéraire, mais aussi d'humilité pour les deux. Alors maintenant, est-ce qu'il y a question de froisser? Non. On peut froisser si on laisse la critique de l'œuvre, on s'attaque à un critique littéraire. Parce que critique littéraire, ça veut dire que tu t'intéresses à ce que j'écris. Maintenant, dire aussi bienveillance, diplomatie. Bon, peut-être comme je suis novice, quel intérêt un critique littéraire aurait-il à donner une là à mon œuvre pour gagner quoi? Ça me permet de dire qu'en réalité, une œuvre n'est pas une thèse qu'on soutient pour qu'à la fin, on puisse dire le jury a dit que c'est validé, vous avez 15 ou 16 sur 20. Non, vous avez écrit. Et comme disait Pierre tout à l'heure, c'est déjà un pas. S'il y a la critique, c'est parce qu'il y a une œuvre. S'il n'y avait pas cette œuvre, il n'y aurait pas de critique. La critique montre qu'il y a un intérêt, on a manifesté un intérêt, vous avez de l'œuvre. Que cette critique soit négative ou positive, bon, que cette critique soit constructive ou pas, il y a déjà manifestation d'un intérêt. Et je crois à mon humble avis que ce qu'un écrivain recherche, c'est d'abord cela. On écrit d'abord pour que les autres lisent. Et s'il y a critique, c'est qu'il y a une lecture. Maintenant, je crois qu'il y a la peur. Ça, c'est pour les grands écrivains. Pour nous qui commençons, moi, je ne veux pas craindre que quelqu'un dise du mal de ce que j'ai écrit. Parce que là aussi, je dis, c'est un dialogue. J'ai le droit de réagir, j'ai la possibilité de réagir, de m'expliquer. De dire que non, si vous n'avez pas perçu bien, j'ai écrit selon telle perspective, vous n'avez pas tenu compte. Donc, c'est pourquoi je parle de contexte de dialogue, avec pour objectif, et je termine par là, parce que moi, je crois que ça doit être au centre, avec pour objectif et la qualité du livre, et nous sommes dans un contexte africain précis, et le réveil, parce que ce n'est pas nous qui commençons, et le réveil donc de la littérature africaine. Donc, si on perd cela de vue, on entre dans cette petite à gauche à droite qui ne nous avance en rien, puisque celui qui écrit n'écrit pas pour qu'il soit félicité par l'écrivain. L'écrivain gagne quoi à être avec une critique acerbe. C'est pour qu'il croit qu'il soit craint, ou bien qu'on commence à dire que non, quand celui-ci dit que c'est bon, ça veut dire même dans sa lecture, dans sa critique, on peut voir des limites. On peut voir des limites, parce que toute œuvre humaine a des limites. Donc moi, je crois que de d'un côté comme de l'autre, il faut de l'humilité, il faut de l'honnêteté, il faut de la maturité. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre pour cette intervention. Et il y a quelque chose qui revient tout le temps. Prince, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est quoi une critique négative? Parce que ça, je l'entends de plus en plus. C'est comme s'il y a une critique et il y a une critique négative. Ça, c'est le premier aspect de la question. Le deuxième que tu vas aussi, sur lequel tu vas enchaîner, c'est si on sait qu'une critique est négative, pourquoi accorder du crédit à celui qui l'émet? Pourquoi ne pas retourner, par exemple,
cette critique-là contre lui parce qu'il n'aura pas les outils. Il n'aura pas su convaincre, comme le disait Mme Elie dans un commentaire, il n'a pas su avoir les outils pour convaincre par son travail. Donc, il va présenter quelque chose qui démontre qu'il n'a même pas déjà la capacité de porter. Alors, c'est quoi la critique négative et pourquoi accorde-t-on du crédit à ce qu'on appelle critique négative au point de se sentir, au point d'être froissé? Prince Matoko. Merci une fois de plus pour la parole. La question de savoir c'est quoi une critique négative. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut reconnaître que ce sont les auteurs, quand ils ont l'avis du critique littéraire, qui jugent, bien entendu, que c'est une critique positive ou négative. Mais nous savons tous que, comme nous l'avons souligné, le critique jouit d'une certaine indépendance vis-à-vis de l'œuvre et il doit exploiter l'œuvre en toute objectivité et impartialité. Donc, il doit rester dans les limites de sa mission. C'est tout un art, être critique littéraire. On ne s'improvise pas littéraire. On ne s'improvise pas. Or, on voit de plus en plus de gens parce qu'ils seraient passés dans une faculté de lettres ou parce qu'ils auraient participé ou assisté à plusieurs activités littéraires culturelles et il aurait appris quelques arcanes de la critique littéraire, il se jette dans l'art de la critique littéraire. Mais il faut avoir les outils nécessaires. Lorsqu'on n'a pas les outils nécessaires et qu'on ne connaît pas les limites de sa propre fonction, vous convenez avec moi qu'il est possible pour ce critique littéraire d'aller au-delà de ces limites et de se vautrer dans une forme de conflit, non plus contre l'œuvre, mais contre l'auteur. C'est là où un des confrères disait, lorsqu'on abandonne l'œuvre et qu'on attaque l'auteur, là, ça s'apparente à une critique déjà négative. Secondo, la critique négative est celle qui consiste pour l'auteur, pour le critique littéraire, je vais dire, de ne voir que le côté négatif de l'œuvre. Or, en toute chose, quelle que soit la nature de l'œuvre, il y a ce qu'on appelle des éléments positifs à relever et des éléments négatifs à relever. Mais si on passe son temps à ne parler et de ce que le côté négatif, jusqu'à la fin, là, on comprend que comme si l'auteur, les critiques, j'allais dire, a un problème particulier avec, non plus l'œuvre, mais avec l'auteur. Pour ma part, je vais chuter par là, il n'y a pas en principe critique négative en tant que telle, tant qu'on n'a pas dépassé les limites de sa propre mission. Mais c'est la mauvaise foi littéraire qui parfois se sentent plus royalistes que le roi lui-même, donc plus auteur que l'auteur, jusqu'à aller dénigrer l'œuvre. Et c'est ce dénigrement de l'œuvre qui peut s'apparenter à une critique négative. Mais l'auteur, bien entendu, doit accepter les limites de son œuvre pour lui permettre d'améliorer et d'enrichir la qualité de son œuvre et pour produire à l'avenir des œuvres qui seraient certainement appréciées et appréciables. D'accord, Prince. Maintenant, quand on parle des réseaux d'influence, nous avons peut-être des cercles de distinction, des prix littéraires, des ceci, ou bien il y a pas mal d'autres cercles disons, de critiques qui sont influents, qui donnent des avis par rapport à certains livres. Mais seulement ces mêmes réseaux, on les a vus élever des livres que le public, de façon pratiquement unanime, a trouvé pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé. Alors, Zidane, quand on est face à ces réseaux d'influence, et on sait que ce n'est pas toujours constructif dans le sens de la littérature, que parfois ce sont des intérêts autres, peut-être des intérêts politiques, peut-être des affinités entre l'auteur et son réseau. Pourquoi continuer à accorder du crédit à ce type de réseau? Pourquoi ne pas tout simplement s'en détourner et ne pas considérer un certain avis? Parce que, évidemment, ce ne sont pas tous les avis qui sont à considérer, bien sûr, dans un livre. Alors, quand on sait qu'un réseau est fait de personnes qui n'ont plus de passion pour le livre, de personnes qui n'accompagnent plus le livre, mais qui vont plutôt soit célébrer des personnes qui leur sont, je vais dire, hospitalières, ou alors dénoncer les autres qui ne leur plaisent pas du tout. Alors, Zidane,
pourquoi continuer à accorder du crédit à ces réseaux d'influence? Merci pour la parole donnée. Je pense que dans ce contexte, on peut leur accorder de l'attention à ces réseaux d'influence, pas dans le but que ces réseaux apportent quelque chose de positif à la littérature ou bien aux critiques littéraires, mais on s'intéresse à ces réseaux dans le but de les combattre, de les détruire. Parce que dans le contexte africain, où la littérature souffre encore dans certains pays du manque de la liberté d'expression, ou quand un auteur publie un livre critique envers un système gouvernemental, cet auteur, elle, se voit parfois emprisonné. Je pense que parfois, on promeut ceux qui ne sont pas des auteurs et ceux qui sont vraiment des auteurs ne sont pas promus. Alors, c'est vraiment le rôle négatif que jouent ces réseaux d'influence parce que cela prend déjà une dimension politique, si je peux le dire ainsi. Il n'y a pas de critique, mais on fait juste l'éloge. Alors, cela prend la dimension politique, c'est-à-dire l'éloge de la personne, mais non l'éloge du livre. On peut voir que quelqu'un a publié un livre qui fait l'éloge d'un membre du gouvernement, par exemple, et ce livre est très promu qu'un livre qui promeut la culture locale du pays, la langue locale, par exemple, et ainsi de suite. Donc, je pense que accorder en tant qu'auteur, en tant que critique littéraire, ceux qui font la critique littéraire, moi, je ne suis pas un critique littéraire, en tant qu'auteur, je dois m'intéresser à ces réseaux d'influence pour les détruire. Parce que, comme le disait Stendhal dans son roman, le roman est comme un miroir que l'on promène le long d'une route. Ça doit, quand le miroir se promène le long d'une route, ça montre toute chose. Quand c'est le bien, ça montre le bien. Quand ce qui est mal, ça montre le mal. Alors, notre intéressement ou bien notre engagement en tant qu'auteur envers ces réseaux d'influence à sens négatif ou bien qui prend un tournant politique, c'est de les combattre, les critiquer aussi et d'écrire pour détruire ces réseaux d'influence parce que on ne peut pas se dire, on ne peut pas former des réseaux juste pour promouvoir le mal ou bien pour promouvoir une personne qui n'est pas digne d'être appelée auteur ou qui n'est pas digne d'être une œuvre, promouvoir une œuvre qui n'est pas digne, qui ne répond pas à la logique d'être qualifiée d'une œuvre littéraire. Donc, je pense que dans ce sens, on peut s'intéresser à ces réseaux-là. Merci. D'accord, merci beaucoup, Zidane. Pierrette, tu es avec nous maintenant? Pierrette, est-ce que tu nous suis? Je suis là. Ok, d'accord. Ok, bien. Je vous suis. Une question que j'ai pour toi. Oui, est-ce qu'on ne fait pas bruit? Allô, je vous suis. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse confusion là-dessus? Parce que quand des jurys qui sont pas critiques, oui, quand des jurys qui ne sont pas critiques donnent leur avis, on a tendance à prendre cela pour de la critique et on va beaucoup plus s'appuyer là-dessus et parfois écrire. Je n'ai pas terminé, Pierre. D'accord. Ok, d'accord. Beaucoup de gens aujourd'hui écrivent un peu plus pour séduire des jurys de prix littéraires. Et parce que leur avis semble compter beaucoup plus que la critique littéraire aujourd'hui. Évidemment, quand on parle de réseau d'influence, on a beaucoup de jurys qui ne sont pas du tout des critiques, mais quand ils donnent un avis, on a l'impression que c'est ça la critique. Pourtant, c'est juste un avis de lecteur, qu'ils ont peut-être un lecteur expérimenté. Mais est-ce que l'autre souci aujourd'hui, avec la critique littéraire, ne vient pas du fait que certains livres ont du mal à être primés
parce que le jury est en train de dominer sur le critique littéraire. Merci pour la parole donnée. Je conviens que lorsque l'on a affaire à des concours littéraires, il y a des paramètres qui rentrent en jeu. Et quand je commençais ce propos, j'ai dit qu'il y a une critique scientifique qui rentre dans un domaine artistique bien précis. Nous avons également une critique populaire. Et le point commun entre toutes ces critiques, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a un objet, l'œuvre littéraire, on porte un point de vue sur cet objet-là. Maintenant, lorsque les réseaux rentrent en compte, c'est parce que pour un point ou pour un autre, on voudrait bien faire avancer, je ne sais pas, une idéologie par rapport à une autre. Et là, effectivement, on est plus scientifique, on rentre dans un autre domaine bien précis. Mais si l'on veut parler de critique à proprement parler, c'est le ressenti, qu'il soit scientifique ou pas, qu'on a de prime abord à propos d'une œuvre. Et comme des goûts et des couleurs, quand on aime, on aime. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Je pense à mon humble avis que ça devrait se situer à ce niveau-là. Lorsqu'on attribue des prix maintenant, on sait bien que le critique scientifique a fait son travail. On y ajoute la partie populaire qui a aimé ou pas. Et on termine en saupoudrant avec les différentes idéologies et on retient le livre qu'on aura. Mais est-ce qu'on aura pleinement pris l'avis du critique scientifique? Parfois, il me semble que non. Pour répondre à ta question, Ray. D'accord, Pierre, je vais rester avec toi. Aujourd'hui, les auteurs se plaignent un peu plus. Les auteurs trouvent que les critiques ne font plus vraiment leur travail. Et là, je parle de ces universitaires, je parle de ces personnes, pas seulement des universitaires, mais je parle de ces personnes qui sont reconnues comme critiques. Les auteurs trouvent qu'aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est beaucoup plus promouvoir ses amis et ignorer ceux qui ne le sont pas. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas redéfinir la critique? C'est vrai, tout à l'heure, Nick Landel demandait qu'il faudrait qu'on fasse bien le distinguo entre le jury et le critique. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas redéfinir la critique ou même encore établir une liste officielle de critiques reconnus comme cela capable de faire un travail remarquable? Sinon, on est dans un champ où ce sont tous les avis qui fusent de partout. Est-ce qu'on ne devrait pas redéfinir la critique, même cette critique qu'on appelle critique scientifique, qui aujourd'hui est contestée parce qu'on trouve qu'elle n'évolue pas avec la créativité? Alors, est-ce qu'on ne devrait pas redéfinir cette critique ou alors est-ce qu'on ne devrait pas recycler? Les critiques ne devraient pas se recycler et passer un peu à une autre phase parce qu'une chose est certaine, la littérature, elle évolue très très vite et quand j'écoute certains auteurs, ils ont l'impression que la critique n'évolue pas avec eux. Merci. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas merci, il me semble bien. Oui, comme toute œuvre humaine, évidemment, il faut que la critique évolue. Il ne faudrait pas qu'on garde les mêmes canons du Moyen-Âge et qu'on les applique aujourd'hui. On a besoin de recentrer, on a besoin de mettre à jour les éléments critiques, on a même besoin de contextualiser. Parce qu'aujourd'hui, on continue de se servir de la critique européenne comme parangon, alors qu'on peut adapter aux éléments africains, aux éléments particuliers, la critique dont je suis d'avis qu'elle doit évoluer effectivement et que l'on doit sortir du canevas note de lecture que les gens s'attribuent en termes comme critique pour quelque chose de plus arboré, de plus soutenu et de plus clair, il me semble. D'accord, merci beaucoup Pierre. C'est très étonnant. Jean-Pierre, apparemment ton avis est sollicité sur cette question aussi. Oui. Sur la même question adressée à Pierrette. Oui, la même question. Oui. Alors, moi d'abord, je ne suis pas critique littéraire, donc je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais je crois que, comme disait Pierrette, le critique littéraire, enfin, une critique, c'est d'abord quoi? C'est la capacité à comprendre ce qu'un auteur a écrit.
Et pour que je comprenne ce que l'auteur a écrit, il faut que je puisse détecter ces mécanismes d'écriture. Alors, moi, je suis un exégète, j'étudie les textes bibliques. Je ne peux pas faire ce que mon professeur appelait le mentalisme. C'est-à-dire, je prends un texte, je lis les premiers versets, et puis je dis, ce texte parle de ceci. Je le dis sur quelle base? Donc, je crois que dans la littérature, ça devrait être la même chose. Et dans ce cas, donc, il y a nécessité d'adaptation. Moi, je ne veux pas parler du monde, je ne sais pas comment se fait la critique littéraire. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas prendre un texte de Jean-Pierre Batum et de vouloir le lire avec les lunettes, avec l'écriture de je ne sais pas quoi de Victor Hugo. C'est comme si je prenais un stéthoscope pour écouter, je ne sais pas quoi, le sein d'une femme. Je crois que ça ne coïncide pas. Il faut que les outils de la critique soient adaptés à l'objet. Or, très souvent, je crois que c'est là où le problème se pose. Maintenant, c'est les critiques qui savent aussi en sont dans leur évolution. Moi, je crois qu'il faut seulement, à mon humble avis, je m'en tiens au fait que la critique est une manière de montrer, manifester son intérêt à un livre, pour que le public puisse mieux le lire, le comprendre, et pour aider aussi l'auteur à évoluer. Vous avez fait allusion au réseau d'influence, et j'ai aimé la réponse de Zidane, sauf que je n'étais pas d'accord pour dire il faut les combattre. Moi, c'est une perte de temps. En Afrique, nous avons tellement de choses à faire. Et, le bien se répand par lui-même. Ce que nous avons fait, c'est améliorer la qualité de notre écriture. Plus on va le faire, plus le livre africain va connaître une certaine promotion. Mais maintenant même, quand on parle de la promotion, bien de la reconnaissance du livre africain, c'est la reconnaissance par qui? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette préoccupation d'être reconnu par l'ailleurs, par l'Hexagone. Pourquoi? Combien de lecteurs potentiels y a-t-il en Afrique? Si en Afrique, il y a 6 lecteurs, moi je suis un jeune écrivain, malgré mon vieil âge, si j'ai 5 millions de lecteurs, ce n'est pas peu. Pourquoi est-ce que je dois vouloir absolument que ce soit de l'Europe qui disent que Batum Jean-Pierre, c'est un grand auteur? Pourquoi? Moi, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Peut-être que je ne vois pas plus loin que... Mais je crois qu'il faudrait que nous puissions avoir une certaine fierté dans ce que nous faisons, tant les écrivains que les critiques. Bon, maintenant, si le critique se limite à caresser un auteur dans le sens du poil parce que c'est son copain, d'abord je dis que c'est un Minou Sabens, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son domaine. Il devrait lui-même se mettre de côté. Parce que la flagornerie n'a pas de place dans le domaine intellectuel. Et moi, je pense que le livre, c'est du domaine intellectuel, où on prend quand même la peine de s'asseoir, de réfléchir, d'accoucher quelque chose. On peut se tromper, mais toujours dit qu'on a écrit quelque chose. Celui qui vient doit montrer et les éléments positifs de cette œuvre et les limites de cette œuvre pour qu'on puisse avancer. S'il y a ces deux aspects, qui manque, il y a un problème. Si on s'attaque à la personne, on est totalement hors jeu. On n'a pas sa place dans la littérature. C'est le truc des commérages des réseaux sociaux. On est plus critique littéraire. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que Nick Landel s'en est bien nourri. Ampère, toi qui es jeune auteur, je le rappelle, alors, est-ce que tu as peur à l'idée de recevoir une critique de ton travail? Déjà, dis-moi, quand tu écris, est-ce que tu penses à la critique littéraire quand tu écris? Merci beaucoup, Zéban. Merci pour cette parole. En fait, la peur, oui, il y en a, mais pas du tout parce que je sais que je pense à la critique littéraire et ma pensée, c'est pas que les gens vont me critiquer, mais vont critiquer mon œuvre. Et cela va être en rapport avec ce que j'ai écrit, ce que j'ai mis au monde, comme on avait dit. Ici, un panéliste, ce que j'ai mis au monde, ils vont critiquer ça. Ça me donnera plus d'avis, plus d'ouverture, de voir clair ce que j'avais écrit et faire un peu de correction, faire un peu de retouche
sur ce qu'ils ont dit. Si c'est ça, je le dis, je le fais. Si c'est pas ça, je dis non. Ce qu'ils ont dit, c'est juste pour critiquer négativement. En fait, négativement, c'est quand ils s'attaquent directement à moi, pas à mon œuvre, mais à moi. Et je prendrais ça d'autres genres. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai en tête. D'accord. Et ton écriture, maintenant, je veux dire, est-ce que tu as des modèles d'écriture quand tu vas écrire ta poésie, par exemple? Est-ce que tu as des modèles que tu suis pour rédiger ta poésie? Bah, parlant de modèle, je veux pas faire comme Victor Hugo, je veux pas faire comme les grands poètes. Je vais faire tout simplement à ma manière, c'est-à-dire euh, 4 vers, 4 strophes, un vers, 2 vers, 3 vers, ça suffit juste pour comprendre quelque chose, pour éclaircir en fait ce que j'aimerais dire, ma pensée, mes idées, soit le thème où j'ai choisi pour débattre. C'est un peu ça, la manière dont j'écris. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Ampère. C'est toujours bien d'avoir ce regard de la jeunesse. Mais dis-moi, avant de passer à quelqu'un d'autre, avant d'écrire, est-ce que tu entendais déjà parler de la critique littéraire? Ah bah non, j'ai jamais entendu parler de ça, hein, sérieusement parlant. Hmm. D'accord. Donc, la critique littéraire, tu la découvres avec ton activité d'écriture. Et jusque-là, Oui, je veux dire, tu t'attends à un rapport, exactement. je veux dire, un rapport qui va te construire, qui va te grandir dans ton écriture. D'accord, merci beaucoup. D'accord. C'est parfait. Alors, Prince, la critique littéraire, euh, je lis pas mal de commentaires et Madame Mélie qui dit par exemple, plusieurs critiques maîtrisent bien leur sujet, mais n'ont pas parfois le courage de nager à contre-courant. Qu'est-ce qu'il faut je veux dire, si le même le critique, parce qu'avant, c'était les auteurs qui avaient peur de la critique littéraire, mais aujourd'hui, on a l'impression que certains critiques ont peur de proposer leur travail, surtout quand il s'agit d'auteurs que d'autres ont déjà grandement célébrés. Ils vont venir trouver quelque chose. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de donner une critique ou alors de relever les limites d'un texte qui a été largement célébré? Oui, je pense que ce comportement qui amène certains critiques littéraires à vouloir ne pas aller à l'encontre ou à contre-courant des œuvres déjà décryptées par d'autres critiques littéraires peuvent se justifier sur plusieurs angles. Je prends un exemple. Si vous avez un auteur qui est de renommée internationale, je prends un exemple très simple aujourd'hui, Alain Maboukou par exemple. Vous voyez, Alain Maboukou, et qu'on vous donne l'opportunité pour une autre occasion, un autre événement, une autre manifestation culturelle, de faire la critique littéraire de l'œuvre d'Alain Maboukou. Déjà, le nom de l'auteur, sa renommée qui le précède, peut également vous déstabiliser. Et non seulement ça, mais quand vous voyez la galaxie des différentes critiques qui ont été réalisées sur son œuvre, vous avez, dans un premier temps, cette peur d'aller à l'encontre, de croire que vous allez mal faire parce que les autres auraient bien fait. C'est ce sentiment-là qui parfois constitue un obstacle à l'exercice d'un véritable critique littéraire. Mais lorsqu'on prend de la distance, je ne plus pas de la distance, et qu'on est doté des critères d'impartialité et d'objectivité, quel que soit le nombre de critiques littéraires qui ont été portés sur cette œuvre, vous devez faire votre travail selon vos critères. Même si vous partez à l'encontre de ce que les autres auraient dit, pourvu que vous avez été libre. Or, être intellectuel aussi, c'est jouir de cette liberté de penser et le critique littéraire doit être libre dans sa manière de faire. Sinon, ça serait comme on dit, les moutons de Panurge qui naviguent dans le même sens que tout le monde. Or, le littéraire n'est pas un mouton de Panurge, mais c'est un penseur libre et qui apprécie la qualité de l'œuvre en toute liberté, en toute objectivité et en toute impartialité. Pas de discrimination. Voilà. D'accord. Prince,
je vais profiter de ce que tu viens de dire pour raconter un petit truc que j'ai lu sur Victor Hugo. Alors, Victor Hugo, déjà très célèbre et très célébré, un jour, il lui a demandé d'envoyer son texte, son nouveau texte, sous un autre nom, à son même éditeur, et pour voir un peu comment il va réagir. Bah, il se prête au jeu, il envoie son texte sans le nom Victor Hugo, donc il envoie son texte sous un autre nom, mais le texte, il est revenu avec des choses que les autres manuscrits n'avaient pas. Raturé ici, barré là-bas, trouvé enfantin, trouvé faible, trouvé ceci, et Victor Hugo est entré dans une colère noire. Parce qu'il a réalisé qu'en fait, la critique ne se faisait plus. Là, je profite de ce que tu disais autour de sur Mabanko, parce que là, la critique ne se faisait plus. C'est le nom Victor Hugo qui servait de critique, qui servait de référence. On avait qu'à dire Victor Hugo et la littérature et la critique étaient déjà données. Donc, oui, tu as raison. Quelqu'un qui va prendre un auteur comme Mabanko a tout à fait le droit, et s'il arrive à présenter objectivement ce qui soutient son regard concernant les faiblesses d'un auteur comme Mabanko, d'un auteur comme, je vais prendre qui que soit Moutlon, n'importe qui d'autre. Donc, oui, quelqu'un a le droit de venir et dire, moi j'ai lu Le cimetière des allongés, je trouve que ici, ça c'est telle autre chose, et avec des éléments qui appartiennent au livre. Parce qu'aujourd'hui, la critique se fait souvent comment? On prend un livre et on va dire, OK, donc comme tel autre a écrit, donc l'autre a écrit comme ceci, tel, ceci. Pourtant, chaque auteur, chaque livre a un contexte bien précis. Donc, oui, il faut bien le faire. Quand on parle de diplomatie, c'est surtout à cause des réseaux d'influence. Maintenant, je reste avec toi pour que tu proposes sur ce point. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces auteurs qui écrivent justement pour séduire ces réseaux d'influence? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai rencontré des auteurs qui me disent, si je ne suis pas publié, par exemple, chez Gallimard, je ne suis pas un auteur. Si je ne gagne pas un grand prix littéraire, je ne me considère pas comme écrivain. Mais en réalité, ce n'est pas Gallimard, ce n'est pas le prix littéraire, mais ce sont les personnes derrière et l'image que ça pourrait renvoyer. Alors, quel regard toi tu peux porter sur ce type d'attitude aujourd'hui? Parce que c'est de plus en plus fréquent. Un auteur ou un écrivain doit écrire non pas pour soi-même, non pas pour la course effrénée vers l'obtention des prix littéraires, mais il doit écrire d'abord parce qu'il a une responsabilité. C'est la responsabilité d'écrire, la responsabilité, c'est même une manière de respirer et surtout d'impacter son environnement et la postérité. Et lorsque on se carte de cette vocation primaire et fondamentale, celle d'écrire, et maintenant on cherche les prix littéraires, on tombe dans la tentation d'utiliser tous les moyens, même sulfureux, dans l'espoir exclusif d'obtenir des prix littéraires. Et c'est pourquoi il y a des gens qui pensent qu'être écrivain, c'est être détenteur de prix littéraires. Mais il y a des grands écrivains qui ont marqué l'histoire, la littérature mondiale et même africaine, mais qui ont jamais obtenu des prix littéraires, mais qui aujourd'hui traversent le temps et l'espace. Je prends l'exemple de Aimé Césaire, il n'a obtenu aucun prix littéraire. Ils sont nombreux, des grands écrivains, mais dont l'œuvre aujourd'hui est consacrée à la postérité. Donc, c'est une mauvaise posture pour un écrivain d'écrire uniquement pour les œuvres et de rentrer dans le cercle sulfureux des grandes maisons d'édition pour qu'ils soient connus. On a vu des écrivains, je vais finir par là, qui ont utilisé des moyens frauduleux et qui ont acquis une certaine renommée pendant qu'il est vivant, mais dès qu'il meurt, cet auteur et son œuvre disparaissent. On oublie qu'il a même écrit. Vous constatez combien d'écrivains qui ont marqué l'histoire française, mais qui sont bleus aujourd'hui. Donc, si on écrit justement pour ça, on finira par être écrasé par le temps. D'accord, ça c'est très juste. Alors, Zidane, aujourd'hui, on parle de critique littéraire, on parle de peur de froisser, on parle de diplomatie. Dis-moi, Zidane, est-ce que quelque part, l'auteur ne s'est pas rendu responsable de cette domination outrageuse du critique littéraire, cette domination écrasante même? Parce que parfois, il y a des auteurs qui abandonnent l'écriture juste à la suite, même pas d'une critique, mais d'un avis.
négatifs, ils ont abandonné l'écriture. Ce n'est pas lui-même responsable de cette domination que le critique peut avoir parfois sur son travail. Et pas souvent parfois, mais parfois toujours. Merci pour la question. Je pense que ce que vous avez dit est très important parce que d'abord, pour commencer, j'aimerais dire ceci. Une littérature ou bien un livre sans critique, un auteur sans critique littéraire, c'est un auteur statique. C'est-à-dire, il n'évolue pas dans sa pensée, dans son œuvre, dans sa manière d'écrire. Alors, comment peut-on concevoir cela? Je suis auteur et je n'accepte pas d'être critiqué. Ça, pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable dans ce sens que être auteur, c'est d'abord une vocation. Être auteur, être écrivain, c'est une vocation. Et quand je parle de vocation ici, je dis cela dans le sens où il y a des moments difficiles. C'est pas tout le temps qu'on va faire ton éloge. Il y a des moments où tu seras vraiment élevé le plus haut et il y a des moments où tu vas tomber le plus bas. Et maintenant, si ceux qui écrivent, non pas par vocation, mais juste pour le besoin d'écrire, comme vous dites, comme vous l'avez dit, si bien dit, si je ne me fais pas publier dans des grandes maisons d'édition, Gallimard, PUF, et ainsi de suite, Harmattan, je ne suis pas un écrivain. Ce n'est pas ça la vocation d'écrivain. Être un écrivain, c'est être ouvert aux critiques d'abord. Être un écrivain, un bon écrivain, c'est celui qui est ouvert aux critiques. C'est-à-dire, si tu ne t'ouvres pas à la critique, tu ne vas jamais évoluer ou tu ne peux pas évoluer dans ta manière d'écrire. Donc, pour finir, je dis que quand tu n'es pas critiqué, tu es statique. Quand tu te laisses critiquer, tu prends les critiques, ça te permet d'évoluer. Prenons même l'exemple d'une vie, de la vie quotidienne. Nous sommes un enfant qui fait des erreurs, ses parents le corrigent, il s'améliore. C'est de la même, je peux utiliser cette comparaison dans le domaine de la littérature pour dire que quand je suis un auteur, on fait ma critique, je prends en compte et je m'améliore. C'est ainsi que je peux conclure. Donc, un auteur qui écrit par vocation n'aura jamais peur d'être froissé ou de voir son livre froissé. Permettez-moi de donner encore un autre exemple. Comme moi, je garde toujours mes copies de classe, de cours, mes devoirs en littérature. Moi-même, par exemple, aujourd'hui, si je prends ma copie de littérature en français de classe de terminale, quand je vois ça, bien que j'avais eu une bonne note, mais quand je vois, je dis, oh, comment je peux écrire quelque chose pareil? Ça me fait rire. Je porte une autocritique sur moi-même. Donc, je pense que j'ai évolué dans ma pensée. Donc, quand un auteur qui a publié 3, 4, 5 livres, je prends l'exemple de Jean-Pierre ici présent, quand il va lire, il peut même le témoigner, s'il lit son premier livre et son dernier livre publié, il y a une grande différence, il y aurait une grande différence dans sa manière de penser. Et peut-être parce qu'il s'est ouvert aux critiques, il s'est laissé faire critiquer, il n'a pas eu peur, cette peur d'être froissé. C'est ça qu'il a évolué dans sa manière de penser et dans sa littérature. Très bien. Merci. Cette question est plutôt très, très agréable déjà et elle est toujours juste. Donc, voilà, merci beaucoup, Zidane. Maintenant, nous rapprochons de la fin de notre programme. Donc, je vais prendre ce regard, je vais l'appeler aussi, ce regard de... Je vais passer des questions. L'écriture est une responsabilité des esprits et les autres. Je vous ai pas bien suivi. S'il vous plaît, je ne vous ai pas bien suivi.
Oui, que ceux qui n'interviennent pas ferment leur micro, ce sera plus simple. D'accord, Ampère, nous allons faire un dernier tour et nous allons nous servir de ce regard de Laetitia Marie Eliane Nabi qui dit l'écriture est une responsabilité envers soi et les autres. Je crois que cette phrase toute simple, à elle seule, va pouvoir nous dire comment, en fait, je veux dire comment la critique regarde la littérature aujourd'hui et comment la littérature, elle, aussi regarde la critique. Alors, Ampère, en tant qu'auteur, l'écriture est une responsabilité envers soi et les autres. Qu'est-ce que tu peux en dire? Ouais, bah, premièrement, je dirais oui, l'écriture est une responsabilité envers soi et les autres parce que être écrivain, c'est pas se lever dès Ampère, tu es toujours avec nous? Bon, là, j'ai l'impression que nous avons perdu Ampère. Alors, je vais aller directement avec toi, Jean-Pierre. La responsabilité envers soi et envers les autres. Alors, comment tu perçois cela au regard de la critique? Est-ce une façon de dire que l'auteur qui reconnaît cette responsabilité travaille suffisamment pour se protéger et en même temps protéger les autres? Enfin, protéger son regard et le regard des autres. C'est moi bien, ça en paix. Oui. Oui. Alors, moi, je suis d'accord avec Tiens. L'écriture est une responsabilité dans le sens où, et dans le cas où l'écrivain a conscience de son identité et de sa mission. Parce que celui qui prend la plume pour devenir une star, je crois qu'il a déjà loupé sa vocation. Il est à côté de la plaque. Si, en même temps que je sais que les éditeurs, par exemple, doivent vendre les livres, mais si la préoccupation d'un écrivain, c'est d'être reconnu ailleurs, partout dans le monde, je me questionne. Cela interroge sa conscience sur son identité et sur sa mission. Moi, Jean-Pierre Noël Batum, je ne me conçois pas auteur pour avoir un nom. J'en ai déjà, je suis Jean-Pierre Noël Batum, donc ça suffit. Mais mon passage sur cette terre de Cameroun, de l'Afrique, avec les talents que le Créateur me donne, il faudrait que je puisse servir à quelque chose. Et si j'ai pris la plume, c'est parce que j'ai quelque part eu conscience que j'ai quelque chose à donner, j'ai une contribution à apporter dans ma société actuelle pour que l'Afrique continue à se remettre debout, qu'elle se réveille. Maintenant, si jamais l'écrivain reste donc retourné sur lui-même, regardant son nombril, bon, ça c'est son choix. Mais je crois que ce sont des gens qui créent les embouteillages sur l'axe, sur l'autoroute de la littérature. Et quand je le dis pour l'écrivain, je dis la même chose aussi pour le critique littéraire. Parce que même s'il n'est pas écrivain, il essaie aussi une écriture. Lorsque j'ai lu quelque part un livre de Thomas Melon, un critique littéraire sur Chinois, Tchébé, Mongo Betito et tout, mais faire un volume de 200 pages sur un écrivain, c'est une écriture. C'est-à-dire, toi aussi, le critique littéraire prend sa part de responsabilité dans l'évolution de la pensée concernant un domaine précis. Alors, moi, je crois que chaque fois, c'est ça qui doit préoccuper l'un et l'autre, l'écrivain et le critique. Qu'est-ce que j'apporte? Et comment est-ce que je dois participer à la mise en place ou bien à l'évolution de notre société africaine? S'il n'y a pas cette préoccupation-là, bon, je crois qu'il y aura toujours des troubadours et puis des touristes, mais c'est ça qui crée les embouteillages. Parce que s'il y a des réseaux d'influence et que c'est eux qui ont pignon sur rue, ben, on fera toujours des efforts. Pour exister, on aura peu de chance pour que nous soyons enfin, utiles, pas visibles, mais utiles aux autres. Bon, je crois que c'est ça qui doit nous préoccuper, être utile. D'accord.
D'accord, merci. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors Pierrette, étant donné que tu es revenu parmi nous, Pierrette, l'écriture est une Oui, responsabilité envers soi et les auteurs. Oui, n'est-ce pas la première chose qu'on devrait dire à tout écrivain et à tout critique littéraire? On ne devrait-on pas leur dire, je veux dire, on ne devrait-il pas réaliser à l'entente de leur passion que c'est une responsabilité envers eux-mêmes et les autres? absolument, absolument. Le critique a une responsabilité envers lui et les autres, tout comme l'auteur a une responsabilité envers lui-même, donc la satisfaction de ce qu'il peut trouver en écrivant, et les autres, parce qu'il ne se satisfait pas soi-même simplement parce qu'il écrit, il a absolument besoin que les autres le lisent. Et le critique est là pour l'aider à améliorer non seulement sa technique d'écriture, mais également son message même à transmettre. Parce que c'est en cela que le critique est important. Il aide l'auteur à évoluer, non seulement dans la perspective qu'il donne à lire, mais également dans le monde qu'il donne à transformer. S'il ne le fait pas, alors je ne sais pas pourquoi est-ce que l'auteur écrirait. Il pourrait se satisfaire et garder ses ouvrages dans sa chambre, que ça n'impacterait même pas le moins du monde quelqu'un. Mais s'il commence à écrire et qu'il met cela à disposition, c'est qu'il voudrait que la perspective qu'il propose au monde soit lue et la transformation qu'il voudrait amener les autres à avoir soit entendue. Voilà pourquoi le critique est là pour lui dire à tel niveau de ton œuvre, par exemple, je trouve que ça a été dit de telle façon, ça pourrait, pour avoir un peu plus d'audience, être lu de cette façon-là, être amélioré de cette façon-là. Donc, non seulement nous avons une responsabilité envers nous-mêmes en tant qu'auteurs, envers nous-mêmes en tant que critiques, mais également nous avons un droit de respect envers ceux qui nous lisent, il me semble. Merci. D'accord, Pierre, je reste avec toi, s'il te plaît. Tu ne coupes pas ton micro, je reste avec toi. Et pour faire, on va faire le glissement directement sur cette pensée de Nick Landel. Un auteur qui écrit par vocation n'a pas peur d'être froissé. Alors, écrit par vocation, et cela suppose-t-il qu'on aura une écriture, je veux dire, qui nous empêchera d'être froissé, ou alors le seul fait d'avoir de la vocation est suffisamment est un outil suffisamment important pour qu'on ne ressente pas une sorte de froissement quelque part. La vocation, c'est déjà 50% de réussite dans ce que l'on fait. Lorsqu'on aime ce que l'on fait, on peut le transmettre. Maintenant, en le transmettant, est-ce qu'on trouve l'audience vers ceux qui sont destinés à l'utiliser, à se l'approprier? C'est là toute la question. Et c'est là donc que je dis que le critique intervient. La vocation vaut déjà pour 50% dans l'histoire, dans l'affaire. Et c'est très important d'aimer ce que l'on fait. Et on transmet donc cet amour aux autres à travers ce que l'on produit. D'accord, merci. Merci beaucoup, Pierre. Prince, est-ce qu'on pourrait dire que comprendre la responsabilité de l'écriture, c'est déjà quelque chose de donc, Prince, ok, d'accord. Il y a un micro qui est. Prince, est-ce que comprendre la responsabilité de l'écriture pour soi et pour les autres, est-ce ça la vocation? Est-ce que c'est ce que la vocation porte? Alors, c'est une question santé éternelle entre la vocation et l'art d'écriture. Il y a un écho là, il y a un écho. Non, il y a un souci, Prince. Il y a un souci avec le. Est-ce que je peux couper ton micro? Vous m'entendez là? Non, Prince, est-ce que tu peux faire. Est-ce que chacun peut fermer son micro déjà? Est-ce que tout le monde. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce que le micro peut couper?
D'accord. Prince, je me rends compte que tu as deux comptes actifs, donc je vais en retirer un. Je vais retirer un compte actif. Je crois que tous les autres, tout le monde est bien présent. D'accord. Alors, Prince, oui, est-ce qu'on peut t'entendre sur la question de la vocation? Oui, je disais que c'est une question sans prix éternelle et qui touche même la question des rapports entre la vocation littéraire et artistique et l'art d'écrire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne devient pas écrivain, mais on est écrivain. Et si je dis on est écrivain, ce qui voudrait dire, en d'autres termes, qu'on est avec des ressources et des potentialités qui nous permettraient un jour, au contact avec la société, de pouvoir produire une œuvre, mais parce qu'en soi, dans nos entrailles, on ressent le besoin ou le désir, c'est un besoin intellectuel, naturel et spirituel de pouvoir écrire. Et lorsque on a cette vocation, comme je l'ai entendu dire, c'est qu'on fait bien, on le fait avec, on a vocation à faire avec passion. La Rochefoucauld disait, rien ne se fait sans passion. Mais la passion ou la vocation ou le talent en soi ne suffisent pas. Parce qu'au-delà de la vocation, au-delà du talent, au-delà de la passion, il faut qu'il y ait le travail. Il faut qu'il y ait l'art. Et d'où on dit il y a l'écriture, il y a aussi l'art d'écrire. Et ce qui fait la différence entre griffes, les grands écrivains et les écrivains qu'on dirait moyens, ce n'est pas tant ils sont dépourvus de vocation, mais c'est parce qu'ils n'ont pas peut-être bien capitalisé l'art d'écrire. Or, l'art d'écrire aussi ne s'apprend pas comme on serait dans une université, dans une faculté, mais ça s'apprend à partir non seulement de votre capacité à lire fréquemment et constamment les œuvres, parce que l'écriture se nourrit de l'écriture et l'écrivain a pour nourriture l'écriture. Donc, il n'y a pas que la lecture constante et fréquente, mais aussi le travail. Et le secret de grands écrivains, c'est que parfois ils écrivent plus de 10 livres par jour. Donc, la vocation ne suffit pas, il faut partir vers cela. Et c'est par l'art d'écrire, par le travail, qu'on peut atteindre ce que nous voudrons bien dire comme l'art. Donc, la vocation, elle est bonne, oui, mais il faut travailler. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'écriture pour deux raisons. La première raison, c'est la gloire, c'est la renommée. Beaucoup de gens veulent devenir écrivains juste pour avoir le statut d'écrivain. C'est la renommée. Et deuxièmement, ils pensent que c'est un monde où on peut avoir des finances, de l'argent. Mais c'est pas ça. Celui qui vient pour de l'argent, il sera le plus malheureux. L'argent peut venir peut-être, mais on n'écrit pas pour l'argent. On écrit d'abord pour soi et pour les autres. Et je suis d'accord, d'après les thématiques, l'écriture est une responsabilité parce que c'est un engagement. Un engagement envers soi-même, envers les autres, envers la société, envers la communauté humaine et universelle. Et vous savez que l'écrivain, pour moi, c'est une sentinelle sans laquelle la société finira par chavirer un jour. Merci beaucoup, Prince. Zidane, je vais conclure avec toi. Justement, maintenant, en te demandant comment la critique aujourd'hui, parce que là, nous avons beaucoup parlé de l'auteur, de ce que l'auteur devrait faire, de comprendre sa responsabilité, de tout. Oui, ça, c'est clair. Maintenant, la critique. Qu'est-ce que la critique aujourd'hui devrait présenter comme attitude? Voilà, c'est un conseil à la critique aussi, du point de vue de l'auteur. Qu'est-ce que la critique devrait faire aujourd'hui pour être un peu plus, pas l'ami de l'auteur, mais un peu plus l'ami de la littérature? Merci pour la question. Et une affirmation en même temps, je pense que vous l'avez si bien dit, la critique ne doit pas être l'ami de l'auteur, mais l'ami de la littérature. Donc, quand on fait une critique, c'est pour faire progresser non l'auteur, mais faire progresser la littérature. Et si la critique est tournée vers l'auteur, c'est soit pour détruire l'auteur ou soit pour faire son éloge. Alors, ça, je ne parlerai pas de la critique littéraire, mais par contre, on peut parler là de la critique d'auteur et non critique littéraire.
parce que l'auteur n'est pas le livre. Le livre est différent de l'auteur, même si c'est l'auteur qui l'écrit. Comme Jean-Pierre, le père l'avait si bien dit, quand un enfant naît d'une mère, l'enfant n'est pas sa mère. C'est l'enfant de sa mère, mais l'enfant n'est pas sa mère. Donc, je pense que une critique doit être progressive dans le sens où elle doit critiquer le livre. Ce qui est sûr que le critique littéraire n'est pas en dehors de ses impressions, de ses émotions. Il critique avec tout son bagage intellectuel, avec tout son être, avec son émotion, ses impressions, sa manière de percevoir la société. C'est avec tout cela qu'il fait la critique. Mais si cette critique doit être objective et impartiale dans le sens où elle se libère de toute contrainte extérieure, renommée de l'auteur, sa position sociale, pour ne citer que cela, pour se concentrer uniquement sur l'œuvre, sur la littérature. Et c'est de cette manière qu'on peut parler d'une évolution de la critique littéraire qui arrête d'être bienveillante, mais qui est bienveillante dans le sens propre du terme, c'est-à-dire vouloir le bien de la littérature. Cette bienveillance qui veut le bien, c'est-à-dire critiquer pour faire évoluer et non critiquer pour promouvoir. Vous voyez la différence un peu. C'est de cette manière que la critique littéraire doit être maintenant, c'est-à-dire ne pas être aveugle, ne pas être aveugle. Si je vois une faute, si je vois des erreurs, je dois dénoncer. C'est que non, si c'est mon ami, je ne dénonce pas ses erreurs, non. Cette bienveillance ne consiste pas à être aveugle, mais la critique littéraire doit être objective et non concentrée sur une renommée. Et je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Merci, merci Zidane, merci Jean-Pierre, merci Prince, merci Pierre, merci Ampère. Vous avez été magnifique. Là, nous sommes arrivés, nous avons pris 2 minutes en plus sur le temps qui nous a été imparti. Donc voilà, nous allons boucler ici. Et je vous remercie vraiment d'avoir pu apporter de vos lumières concernant la critique littéraire et l'attitude, autant des auteurs que des critiques. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire aucune œuvre n'est parfaite, c'est quand on parle des auteurs. Et quand on parle de la critique, c'est comme si l'auteur, lui, doit accepter la critique, comme si elle pouvait être parfaite. Donc, des deux côtés, rien n'est parfait. Il faut comprendre sa responsabilité, il faut se recycler. Et bien sûr, Pierrette nous l'a si bien rappelé, il faut évoluer avec la littérature. Aujourd'hui, peu de critiques lisent les jeunes auteurs, lisent les auteurs d'aujourd'hui, pas seulement les jeunes, mais les auteurs d'aujourd'hui. Ils préfèrent se concentrer sur ceux qui ont déjà pignon sur rue, sur ceux dont on parle déjà partout à travers le monde, et négliger cette littérature qui est en train de grandir, qui est pourtant très forte. Donc voilà, nous avons retenu tout cela et nous vous disons amplement merci. Et merci à tout le monde qui a suivi. Merci Nick Landel, merci Natacha, merci tout le monde qui est là. À très bientôt. Demain, la circulation continue. Nous, on continue ailleurs pour l'instant. Alors, à très bientôt et bye bye. Merci. Merci. Merci.
Merci.